Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du cabinet As-Avocat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel qui est la protection juridique des logiciels avec une question clé, comment éviter les contentieux? Et pour ce sujet, je suis avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Théo, Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît? bien sûr. Donc, Charlotte Paillet, avocate au barreau de Paris. Je travaille au sein du cabinet As-Avocat depuis quelques années maintenant, principalement au sein du pôle contentieux. Alors pour démarrer cette interview, on va commencer avec un vrai ou faux. Évidemment, avocat oblige, tu pourras nuancer ton propos, dire si ça dépend des situations ou contextualiser un petit peu pour donner une réponse un peu plus précise. Parfait, C'est parti? c'est parti. Première question. Un logiciel est automatiquement protégé dès sa création sans formalité. Faux. Le premier risque dans un projet logiciel, c'est un contrat mal rédigé. Vrai. Les spécifications fonctionnelles ne sont pas obligatoires pour un prestataire. Je dirais que ça dépend. En mode SaaS, le client n'a pas besoin d'une clause de responsabilité. Faux. Ça a l'air évident. Ça, c'est évident. Le vol de code source est une atteinte au secret des affaires. Notamment. En cas de litige, c'est le cahier des charges qui a toujours la priorité sur le contrat. Le cahier des charges fait partie du contrat, donc je dirais que à nuancer. Le RGPD concerne uniquement les données personnelles, donc rarement les logiciels. Le RGPD, ça s'applique à la... Oui, ça vise la protection des données personnelles, mais si un logiciel contient des données personnelles, il va y avoir des choses à respecter qui sont dans le RGPD. Petite dernière, une mise en demeure suffit souvent à débloquer un contentieux. Si seulement. Donc plutôt faux. Plutôt faux, ouais. Alors, ça dépend après, maintenant avec, les modes amiables de règlement des litiges, on peut espérer que ça débloque la situation, mais Est-ce que d'ailleurs, toi, en tant qu'avocate, c'est ce que tu euh, préfères, entre guillemets, c'est d'arriver à une solution à l'amiable? Est-ce que c'est en général ce que préfèrent les avocats ou est-ce qu'on a envie d'aller au combat à tout prix l'avocat, il fait ce que son client lui demande déjà. Donc si le client, il fait, du contentieux une histoire de principe, on peut l'alerter sur, les chances de succès, les risques et cetera, mais parfois, on est contraint d'aller au contentieux, mais la médiation ou tout autre mode de résolution hors tribunaux peut parfois être à privilégier parce que ça va plus vite. Alors, on rentre dans le sujet qui nous Allons-y. intéresse aujourd'hui. Et la première question, c'est histoire de cadrer un petit peu tout ça, c'est d'un point de vue juridique, qu'est-ce que c'est exactement un logiciel? Un logiciel, d'abord, ça n'a pas de définition légale particulière, en tout cas pas en droit français. On peut dire avec la directive européenne de 2009 qu'un logiciel, c'est un programme d'ordinateur. Et ça englobe également toute la documentation de conception de ce programme. Et ensuite, effectivement, on va avoir une protection qui s'applique à travers le code de propriété intellectuelle, qui utilise le terme logiciel comme tel, mais sans qu'il y ait une définition à proprement parler de cet outil. Alors, comment est-ce qu'on protège d'ailleurs un logiciel? Alors, de base, le logiciel, il va être protégé par le droit d'auteur, à condition évidemment d'être original. Donc c'est toute cette notion de démonstration de l'originalité qui va permettre de protéger un logiciel. Après, évidemment, on peut le déposer, par exemple, auprès de l'Agence de protection des programmes. Ça va avoir une fin probatoire, notamment sur l'antériorité du logiciel. Mais antériorité ne veut pas forcément dire, ne veut pas d'ailleurs dire originalité. Par contre, ça va être un critère qui va permettre de poursuivre la démonstration sur la titularité des droits sur le logiciel. Mais effectivement, pour protéger un logiciel, il faut encadrer souvent avec des contrats. Ce qu'on adore, nous, notamment en tant qu'avocats, pour, pour en tout cas permettre, si jamais il y a une contrefaçon ou autre, d'avoir des armes pour se protéger. Alors, tu parlais de l'originalité, de prouver l'originalité. Ça peut prendre quel type de forme pour un logiciel? Qu'est-ce qui est original?
L'originalité, ça se définit par l'empreinte de la personnalité de son auteur. Et pour un logiciel, c'est effectivement souvent quelque chose de complexe parce que pour être protégeable, la conception du logiciel ne doit pas répondre à de simples contraintes techniques. Il faut vraiment qu'il y ait des choix arbitraires et spécifiques qui aient été faits par le développeur pour développer son logiciel. Alors, ça peut passer par le commentaire du code. Souvent, on demande aux développeurs de commenter pourquoi ils ont codé de telle manière telle partie du logiciel. Et ça va être de décrire vraiment pour chaque finalement interaction qu'on va avoir avec le logiciel, pourquoi on a fait tel ou tel choix et comment est-ce que ça traduit de la personnalité de l'auteur. Alors souvent, les logiciels sont développés par des grosses entreprises qui ont des développeurs, etc. Donc ça, c'est prévu contractuellement dans les contrats de travail notamment. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment essayer de montrer pourquoi on a fait tel ou tel choix. Et c'est une appréciation in concreto finalement, parce que c'est jamais la même chose. Et deux logiciels qui vont peut-être avoir la même interface n'ont pas forcément été codés de la même manière. Et donc, on va pouvoir, pour les deux, avoir une protection au titre du droit d'auteur, qui n'empiète pas l'une sur l'autre. C'est plutôt sur la partie invisible d'un logiciel, Exactement. le back-end, entre guillemets, C'est ça. qu'on peut protéger au titre du droit d'auteur. Oui, alors après, quand on a un front-end, on a une autre protection finalement. Mais en tout cas, souvent, le logiciel, c'est quand même quelque chose de global. Et la partie front-end a quand même globalement son importance parce que c'est ça que vont voir les utilisateurs. Donc, à ne pas négliger, évidemment. Alors, j'ai fait des petites recherches pour cette interview. Bravo. Et je voudrais qu'on revienne sur une décision de la Cour d'appel de Paris rendue le 8 décembre 2023, qui a marqué les esprits dans le domaine des logiciels. Donc, dans cette affaire, la Cour s'est penchée sur la question très concrète de l'originalité du logiciel, donc on en parlait un petit peu, c'est-à-dire sur la façon dont un auteur peut prouver que son programme est une œuvre originale, donc au sens du droit d'auteur. Mmh. Et ce qu'elle a rappelé, c'est qu'il ne suffit pas de décrire les fonctionnalités d'un logiciel, il faut démontrer les choix techniques, la logique, les interactions dans le code, bref, la véritable empreinte du développeur. Est-ce que tu peux nous parler de ce cas? Je sais que tu le connais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr, c'est l'affaire Lundi Matin, si je me souviens bien. En fait, ce qui était intéressant dans cette affaire, c'est que pour une fois, la personne qui demandait les droits d'auteur sur le logiciel, elle n'a pas fait appel à un expert pour démontrer l'originalité de son logiciel. Elle a vraiment elle-même, toute seule, entre guillemets, expliqué de manière extrêmement précise ce que j'expliquais tout à l'heure, donc le caractère arbitraire et spécifique de chacun de ses choix. Donc c'est aller du choix du langage de code jusqu'à l'explication de l'organisation de certaines fonctionnalités au sein du logiciel. Je ne sais plus précisément ce qu'elle avait expliqué, mais en tout cas, c'était extrêmement détaillé. Et à chaque fois, en fait, elle expliquait pourquoi le tout, donc l'ensemble de ses choix sur chacune des parties du logiciel, était propre à elle. Et c'est comme ça que finalement, elle a remporté la démonstration de l'originalité de son logiciel. Donc ce que ça a eu d'important, c'est quand même le fait qu'elle n'ait pas eu besoin d'un expert, parce que souvent, juriste, on va se reposer sur des experts techniques pour démontrer l'originalité du code, expliquer pourquoi ça a été codé de cette manière et pas de cette autre manière. Donc là, c'est vrai que ça avait une importance particulière pour ça. Et suite à cet arrêt, mais même peut-être un peu avant, on a eu des jurisprudences qui ont précisé que pour pouvoir démontrer de l'originalité du code, ou en tout cas pour permettre à la juridiction d'apprécier cette originalité, il fallait produire l'entièreté du code sur laquelle on réclamait des droits. Et alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez déterminant, parce que parfois on a des codes logiciels qui sont extrêmement complexes, donc pour les produire entièrement, c'est pas une mince affaire. On a du secret des affaires, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Et ça peut potentiellement être un obstacle, parce que finalement, une action en contrefaçon, si on ne démontre pas de l'originalité de l'œuvre, on va avoir un problème pour obtenir gain de cause, en tout cas sur ce terrain juridique-là. Alors, on reste un peu sur la propriété intellectuelle, avec cette question qui est sur la sécurisation des cessions de droits lorsqu'on travaille un prestataire IT. Comment est-ce qu'on fait? Alors d'abord, il faut expliquer la cession. Il existe des droits qu'on peut céder, donc les droits patrimoniaux, et puis les droits qu'on ne peut pas céder, ce sont les droits moraux. Donc ça, c'est d'une part à distinguer.
Ensuite, la façon la plus sécurisante, je dirais, c'est de prévoir une clause de cession de propriété intellectuelle qui respecte un certain nombre de critères, parce que quand vous êtes client et qu'un prestataire développe un logiciel spécifique pour vous, vous avez envie d'en être propriétaire et de pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez, et le modifier éventuellement si jamais votre secteur d'activité évolue, etc. Donc le meilleur moyen, selon moi, de protéger tout ça, c'est avec une clause de cession de propriété intellectuelle. Il y a 2 points qu'il faut préciser à ce sujet. D'abord, il ne faut pas négliger la contribution financière qui doit être prévue dans cette clause de cession, puisque si on considère que celle-ci est infime, on peut potentiellement se retrouver dans le cadre d'une cession à titre gratuit. Et là, si elle n'a pas été faite devant notaire, elle est nulle. Donc, c'est quand même assez problématique. Donc, ça veut dire que je ne peux pas, moi, en tant que prestataire, céder gratuitement le logiciel à mon client? Moi, je ne vois pas tellement l'intérêt d'abord que vous auriez à le faire Ouais, bien en sûr. tant que prestataire, sauf si vous voulez un peu arnaquer le client et faire en sorte que la cession soit nulle le jour où vous en avez besoin. Bon. En fait, ma question, c'est comment est-ce qu'on en arrive à une contribution financière infime? Bah, c'est par exemple si vous avez financé uniquement les développements et que la partie cession n'a pas été prévue, ou que dans votre clause, vous n'indiquez pas que finalement la contribution financière à la cession de propriété intellectuelle, elle est inclue dans le prix qui a été payé par le client. Parce que finalement, on a souvent des clauses qui disent après paiement complet des développements, en tout cas des sommes prévues au titre du contrat, la cession des droits de propriété intellectuelle aura lieu. Donc, il y a c'est une appréciation toujours très casuistique finalement sur qu'est-ce qui est une clause valide et qu'est-ce qui n'est pas valide. Et après, on a des cas très particuliers, ceux de la cession implicite qui a pu être reconnue par certaines juridictions en fonction du contexte et de la nature de la commande qui avait été faite par un client à un prestataire, où finalement, c'était évident qu'on allait devoir céder les droits de reproduction de l'œuvre, parce que sinon, à quoi bon demander à ce prestataire de développer telle ou telle chose? Ça reste des jurisprudences inédites, donc Prudence. voilà, prudence et faites une bonne clause de cession de droits de propriété intellectuelle. Un dernier point, c'est la garantie d'éviction. Parce que c'est pas parce qu'on cède des droits de propriété intellectuelle qu'on a tous les droits, et notamment avec l'usage de l'open source. Donc, toujours prévoir une clause de garantie d'éviction qui permet la jouissance paisible finalement de l'œuvre qui nous a été cédée. Alors, toujours en IP, est-ce que tu peux nous dire quelle est la durée de protection d'un logiciel au titre du droit d'auteur? C'est la protection classique, donc jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur. Alors après, on a toujours cette fameuse question des droits moraux avec les droits moraux des héritiers. En logiciel, je n'ai pas d'expérience sur le sujet, donc à voir si ça s'applique ou pas. Mais... On verra quand le premier cas arrivera, entre guillemets. Exactement. Côté contentieux, cette fois-ci, quels sont justement les principaux risques liés au logiciel et aux bases de données? Alors, le principal risque, c'est pour le logiciel, c'est la contrefaçon. Et après, pour la base de données, c'est un droit un peu plus spécifique. C'est celui de la protection du producteur de base de données. Donc, c'est 2 choses différentes. Le risque principal, c'est finalement que le logiciel se retrouve dans la nature et que vous n'ayez pas, alors que vous n'avez pas cédé vos droits, et donc vous avez un préjudice à ce sujet. Après, l'un des risques principaux, c'est finalement que le logiciel, c'est les manquements contractuels liés au développement d'un logiciel. Parce que votre logiciel ne fonctionne pas, parce qu'il ne correspond pas à ce qui était demandé par le client, parce qu'il y a eu des débordements financiers dans le développement du logiciel. Comme c'est quelque chose de particulièrement complexe, on a quand même pas mal de problématiques là-dessus qui vont pouvoir malheureusement amener des parties à avoir un différend. Donc, beaucoup lié au contrat en amont. Oui. Donc, tu parlais des manquements contractuels. Quelles sont les clauses essentielles, j'ai envie de dire, pour se protéger?
Alors, toutes les clauses d'un contrat sont importantes, parce qu'en fait, elles ont toutes, à un niveau ou à un autre, un impact sur, et l'exécution du contrat et potentiellement ce qui se passe après. Mais bon, dans notre cas précis du logiciel, on va avoir cette fameuse, le cahier des charges, si jamais on est sur un logiciel spécifique, la clause de propriété intellectuelle, la clause de garantie d'édiction, tout ce qui est modalités financières, pour éviter les débordements. Je pense notamment aux contrats qui sont, conclus sous méthode agile, qui c'est un grand classique, mais qui, mal maîtrisé, peut être assez problématique au final. Et puis évidemment, tout ce qui est, obligation, la maintenance, en tout cas corrective ou évolutive pour un logiciel, et les obligations de continuité de service en fonction de la typologie de logiciel, avec éventuellement des pénalités si jamais, il n'est pas aussi, comment dire? S'il y a des disruptions finalement dans l'usage du logiciel pour, justement protéger le client, si jamais il fait reposer l'entièreté de son activité sur ce logiciel qui va bugger pendant 48 heures, il faut pouvoir avoir des armes contractuelles pour lutter contre ça. Au début, tu parlais donc du cahier des charges. Oui. C'est un peu le document le plus connu du grand public, on va dire. Dans le cahier des charges, est-ce que toi, tu penses à des éléments qui sont aussi très importants à faire figurer? Les besoins précis s'ils existent. En fait, le cahier des charges, on le voit, hein, d'expérience, s'il y en a pas déjà, c'est vraiment, c'est problématique parce que, Ça les cadre la mission, le cahier des charges? ça cadre la mission, ça cadre également le budget. Parce comment est-ce qu'on peut établir combien va coûter un logiciel si on ne sait pas ce qu'on veut dedans? Après, ça peut être évolutif. On peut avoir une base, je veux, je sais pas moi, un site internet, parce que c'est sur une base, logicielle par exemple, ou je veux un logiciel RH. C'est quoi un logiciel RH? Il faut prévoir, les interactions qu'on veut, les fonctionnalités. Donc il y a quand même pas mal de choses qu'il faut pouvoir prévoir au cahier des charges pour permettre au prestataire de savoir comment il va travailler, sur quoi il va travailler, combien de temps ça va lui prendre, parce qu'il y a des logiciels qui sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Est-ce qu'on veut 3 fonctionnalités ou est-ce qu'on veut quelque chose qui est complexe parce que ça va s'implémenter dans un groupe, international? Voilà, il y a quand même vraiment beaucoup de choses à ne pas négliger dans l'établissement du cahier des charges. Et je rappelle que l'établissement d'un cahier des charges, c'est à la fois une obligation côté client, mais côté prestataire. Le prestataire doit conseiller fortement à son client de mettre en place ce cahier des charges. Et le cahier des charges, s'il n'a pas été établi par le client, ça peut constituer un manquement à son obligation de collaboration. Donc c'est vraiment un pilier, de débarrage du projet qui peut permettre, alors je ne dis pas que quand il y a un cahier des charges, ça fonctionne forcément. Mais néanmoins, on a quand même des pistes pour savoir, où est-ce qu'il y a un manquement et où est-ce qu'il y en a pas. Alors, le cahier des charges a été correctement cadré. Les clauses contractuelles essentielles ont toutes été, elles aussi, bien réalisées, bien rédigées. Mmh. Mais il y a un litige. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on va aller regarder. Ça dépend quel litige. Un litige de quoi? Un litige pour un manquement contractuel? Un litige pour un manquement contractuel. Parce que le logiciel n'a pas été, délivré, je Ou pas suppose? livré à temps, ou parce qu'il a été indisponible pendant un certain temps. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bah, nous, notre travail en tant qu'avocat, c'est de trouver la petite faille. Donc j'imagine que d'un côté ou d'un autre, on va essayer de trouver la faille contractuelle. Soit on va considérer que, telle clause, finalement, elle va priver le client de la cause même de son contrat, ou en tout cas de l'objectif fondamental de son contrat. Ou alors, on va considérer que quand on est côté prestataire, le client a manqué à son obligation de collaboration. En fait, le contrat, c'est la base, mais il y a aussi les personnes qui vivent le contrat. Donc, et eux, ils sont pas parfaits. Même si le contrat est parfait, les humains sont pas parfaits, donc ils peuvent avoir mal exécuté le contrat, même s'il est bien écrit. Donc on va toujours, finalement trouver, quelque chose dans un sens ou dans un autre. Heu, donc la question que tu me poses, il y a aucune réponse, unique à lui fournir parce que, c'est vraiment, toujours très, casuistique par rapport à tout un contexte qui entoure le contrat et le litige. Et ce qui est intéressant dans la réponse, c'est que tu dis qu'une partie du métier, du job, hein, d'avocat, c'est d'aller évidemment vérifier la faille dans un contrat.
Et c'est marrant parce que ça vient un peu ça renforce justement un peu ce que tu fais, ce que fait le cabinet Savoca, d'avoir des contrats IT qui soient béton pour justement éviter de la part de la partie adverse de pouvoir venir revérifier les contrats et dire qu'il y avait des failles dans telle ou telle clause, etc. Alors après, tu parlais aussi un peu des erreurs humaines, entre guillemets, Ouais. qui là ne se cadrent pas comme dans un contrat. Mais ouais, on voit bien, je pense, le sens de l'importance d'un contrat bien rédigé pour au moins pouvoir être un peu safe là-dessus, quoi. Essayer de limiter les risques. Après, il y a toujours, enfin, on a un prisme qu'on prend si si on négocie le contrat côté prestataire ou côté client. Donc de toute façon, on négocie jamais les contrats pareils. Et en plus, même si on a même si les contrats types, moi, je pense pas que ça existe vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si on rédige un contrat béton, il y aura potentiellement toujours une faille quelque part. Soit dans le comportement humain, soit dans l'appréciation de la clause, soit parce qu'il y a une évolution de la jurisprudence aussi, il ne faut pas négliger ça, parce que parfois on se rend compte que les juges ils évoluent aussi dans leur appréciation des manquements contractuels justement. Et comme les logiciels sont de plus en plus complexes, une clause qui marchait peut-être il y a 5 ans, peut-être qu'elle marche un peu moins aujourd'hui. Donc même les contrats béton, malheureusement, ne protègent pas à 100%, mais c'est toujours mieux que de ne pas en avoir du tout. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent l'open source dans leur logiciel. Est-ce qu'il y a des risques juridiques particuliers là-dessus? Le principal risque pour moi de l'open source, c'est si jamais on prend de l'open source avec une licence contaminante et qu'on ne l'a pas vue. C'est une licence Une contaminante? licence dite contaminante, c'est les licences qui vont imposer que si tu développes ton logiciel avec une brique open source, tout le reste soit de nouveau open source. Ok. Et en fait, ça redéfinit complètement l'appréciation qu'on a, nous, en France, de la propriété intellectuelle. Ça peut être utilisé, ça marche bien pour certains cas, mais si ce n'est pas ce que vous recherchez, c'est quand même assez embêtant. Après, on va toujours avoir le problème de la titularité des droits, parce que l'open source, on peut prendre des briques logiciels open source, mais si tout logiciel est construit sur de l'open source, est-ce qu'on ne va pas avoir un problème sur la titularité des droits? D'où l'intérêt de la garantie d'éviction, et d'où aussi peut-être l'intérêt, en fonction, de faire un audit du code source pour identifier éventuellement les briques logicielles à risque, voir si on les utilise ou pas. Voilà, utiliser de l'open source pour développer du code logiciel, ce n'est pas interdit. Par contre, il faut savoir quelle brique logicielle est open source et quelle est la licence qui s'applique à cette open source-là, pour éviter des choses déceptives ou voire carrément une perte de savoir-faire parce qu'on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas du tout adapté au logiciel qu'on a voulu développer. Alors, avec le succès de l'IA générative, comment est-ce qu'on gère justement, encore une fois, la propriété intellectuelle d'un logiciel qui intégrerait de l'IA, évidemment? Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de droit d'auteur sur ce que crée, entre gros guillemets, l'IA générative. D'ailleurs, il me semble qu'il y a même une réflexion sur est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer des droits voisins aux droits d'auteur justement sur ça. De toute façon, on ne peut pas a priori faire sans l'IA. Enfin, en tout cas, on est obligé de composer avec. Donc, si jamais le développeur, admettons, il utilise une base IA, mais qu'après, il retouche complètement le code développé par IA et que finalement, tout ça permet de créer quelque chose d'unique et empreinte sa personnalité, c'est vrai qu'on ne voit pas pourquoi, finalement, on ne pourrait pas considérer qu'il y a des droits d'auteur qui peuvent protéger cette œuvre. Mais s'il n'y a aucune intervention humaine et que le code il est produit uniquement par l'IA, dans la mesure où l'originalité, ça repose sur l'empreinte d'une personnalité, donc d'une personne humaine, ça me paraît incohérent de considérer qu'il y a des droits d'auteur sur du code logiciel généré uniquement par IA. Après, je pense que ça va évoluer puisque l'intelligence artificielle, ça va très vite. Donc, Là-dessus, sur ce point, tu penses qu'un code qui serait généré uniquement par l'IA pourrait être protégeable? au vu du droit français aujourd'hui, je ne pense pas. Ouais, ok.
Il y a une histoire, non, alors je sais plus si c'était une affaire qui s'était passée aux États-Unis, mais qui disait que pour qu'une œuvre créée, entre guillemets, avec l'assistance de l'IA, il fallait qu'il y ait une empreinte significative de l'auteur. C'est Bah, c'est assez... ça, c'est ce que je disais sur le fait que peut-être que tu peux avoir ta base de code sur l'IA, mais qu'après tu la retouches, que tu expliques pourquoi, tout était dans le fait de commenter le ce qu'on code, disait au c'est tout ce que je te début. disais Ouais, tout à l'heure. Donc pourquoi pas s'en servir comme d'un brouillon? Finalement, quand on demande à l'IA: «Fais-moi un projet de mail pour répondre à à je ne sais qui», mais que tu retouches complètement et que finalement tu avais juste cette espèce de brouillon qui et t'a permis qu'après d'un peu de qui t'a déclencher permis le... de déclencher ta réflexion, parce que tu étais un peu bloqué ce jour-là, pourquoi pas, après tout? Tout est dans la démonstration de l'originalité et après il faut être honnête parce que peut-être qu'aujourd'hui les développeurs, disent pas forcément qu'ils utilisent une base IA avant de continuer de développer le le code. Donc je pense qu'il faut faire attention, et quand on est prestataire IT, aux développeurs qu'on a en interne, les salariés, pour, protéger cette partie-là, hein, parce que ça peut avoir un impact, hein, si c'est en termes d'actifs immatériels, si on vérifie pas, comment sont développés le code qu'après on va revendre, il faut faire attention. Et puis côté client, bah, le meilleur moyen de vérifier, c'est d'essayer de faire un audit de code. Après, moi n'étant pas technicienne, je ne sais pas si on peut voir tout de suite qu'un bout de code a été fait avec de l'IA, mais en tout cas, si c'est possible, il faut essayer de trouver des parades pour maîtriser ce risque. Ouais, les audits de code, c'est quoi un audit? C'est vraiment, C'est purement c'est technique. purement C'est technique là, purement c'est ça? technique, oui, Tu oui, peux le conseiller toi en tant qu'avocate, oui. mais Je ne sais pas le faire tu ne encore. vas pas faire de... Mais non, non, ce sont des experts qui vont pouvoir faire ça. Et puis le mieux, si on est, par exemple, je sais pas moi, dans le cadre du rachat d'une boîte qui vend du logiciel, ça peut être de faire un expert tiers qui va être parfaitement neutre sur l'audit du code qu'il va réaliser. OK, donc c'est des choses qui vont arriver de plus en plus souvent, j'imagine, ces audits? Bah, c'est déjà le cas parce qu'en fait, enfin à ma connaissance, hein, mais si vous rachetez une boîte qui vend du logiciel et le principal actif de la boîte, c'est le logiciel, il serait, en tout cas, ne pas faire d'audit de ce code, ne pas faire un audit des différents logiciels qui sont les actifs de l'entreprise. Je trouve que c'est un peu dangereux, surtout si on a, une explosion de l'open source et une explosion de l'IA, à ce niveau. Alors pour terminer, si tu avais un seul conseil à une entreprise qui fait développer un logiciel par, un prestataire, ce serait quoi? Un bon contrat, c'est ce que je disais tout à l'heure. Principal conseil, c'est ça et de bien définir son besoin. Parce que ça sert après, tout le long de l'exécution, et s'il y a un problème, ça sert aussi. Et à l'inverse, pour les prestataires IT à qui on fait appel, À qui on fait appel. qu'est-ce que tu donnerais comme principal conseil? Le Avoir un bon contrat? contrat. Je savais. Non, mais bien veiller à son obligation de conseil, parce que, on a vraiment maintenant, des solutions qui sont très techniques et la différence de compétences techniques entre le prestataire et un client, je trouve, est de plus en plus forte. Donc documenter son obligation de conseil, donc vraiment, être en mesure de justifier qu'on a bien exposé au client tous les risques, qu'il peut avoir, s'il fait pas de cahier des charges, par exemple, ou s'il définit pas suffisamment, certains points qui sont importants pour lui, sur le calendrier, par exemple, ou sur des disponibilités de son logiciel et cetera. Parce que, parce qu'en fait, en faisant ces efforts-là de part et d'autre, ça permet vraiment d'avoir, une façon sereine d'exécuter ensuite le contrat et donc de travailler, puisque l'objectif, c'est pas de passer sa vie dans les juridictions ou dans les cabinets d'avocats, mais bien de pouvoir continuer à exploiter son activité, sereinement. Et enfin, toi, en tant qu'avocate sur ces problématiques-là au sein du cabinet As Avocats, comment est-ce que vous accompagnez les différentes entreprises, que ce soit le prestataire, ou le client? Évidemment, j'imagine, si tu me réponds pas le contrat, là, je suis un peu compris, Moi, je suis plutôt au sein du pôle contentieux, donc bien malheureusement, sûr. quand, les gens viennent me voir, c'est que ça ne va pas très bien. C'est que le contrat n'était pas C'est que soit forcément... que c'est qu'il y a eu un problème à un moment donné, soit dans l'exécution du contrat, soit même, avant même, enfin, au moment des négociations. Hem, donc
Ce qu'on fait pour les accompagner, c'est d'abord savoir ce qu'ils veulent. Est-ce que, ils veulent continuer de travailler avec ce prestataire? Est-ce qu'ils veulent continuer de travailler avec ce client? Ou est-ce qu'ils veulent carrément changer parce que la confiance est rompue? Est-ce qu'ils se font une affaire de principe, d'aller au tribunal parce que, il y a beaucoup d'affect et des enjeux qui dépassent finalement juste le cadre de leur contrat, donc est-ce qu'on les accompagne dans cette occasion-là? Est-ce qu'ils veulent négocier parce qu'en fait, ils ont envie de passer à autre chose? En fait, tout dépend vraiment de ce que souhaite, l'entreprise qui vient nous voir. Est-ce qu'ils viennent nous voir parce qu'ils ont été, il y a une contrefaçon de leur logiciel avec quelqu'un, qu'ils n'ont jamais vu, par exemple? Donc, on a beaucoup de cas différents et donc autant d'accompagnements qui s'adaptent, aux besoins. Et souvent, les clients qui viennent voir le cabinet, ils sont déjà persuadés de la stratégie à adopter, ou est-ce qu'ils sont plutôt en attente de la partie stratégique du cabinet? Bah, ça dépend, vraiment ça dépend. Hem Souvent, ils viennent nous voir parce que c'est nous le sachant, en tout cas sur la stratégie, pré-contentieuse ou contentieuse à mettre en place. Parfois, ils ont déjà une idée, soit parce qu'ils ont déjà vécu des contentieux, soit parce qu'ils connaissent des gens qui ont vécu ce même type de problématique. Mais, Ou parce qu'ils ont demandé à l'IA quelle était la meilleure chose à faire? voilà, ou parce qu'ils ont demandé à l'IA la meilleure chose à faire, l'IA leur donnant parfaitement raison puisqu'elle est conçue pour ça. C'est pas toujours facile de composer quand nous, on n'est pas d'accord avec la stratégie, mais une stratégie, en plus, ça évolue. Parce que ce qui va être stratégique à un instant T ne l'est peut-être pas plus tard. Donc non, il y en a certains qui ont vraiment besoin d'aide, en fait, et qui savent pas du tout comment gérer une situation. Donc on est là pour les accompagner. Ok, bah merci beaucoup Charlotte. Avec plaisir.